Économie de Max sur i24 News, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, fallait-il attendre qu'elle devienne un problème autant économique qu'écologique pour la prendre au sérieux? La pollution fait fuir les touristes en Chine. Elle est désormais l'une des cibles des autorités. Des centaines de milliards d'euros vont être débloqués avec des objectifs précis. On y revient dans un instant. Et puis nous ferons le point sur la situation en Argentine qui a constaté ces dernières semaines l'effondrement de sa monnaie. On redoute désormais un épisode de stagflation, peu de croissance et une inflation galopante. Buenos Aires peut-elle tout de même rassurer les investisseurs? Élément de réponse dans quelques minutes. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Avant d'y revenir, le point sur l'essentiel de l'actualité économique. À la une aujourd'hui, Google qui étend un peu plus son empire avec l'acquisition d'une nouvelle start-up israélienne. Une de plus après Waze notamment l'an dernier. Slick Login, c'est son nom, permet de se connecter via un signal sonore à haute fréquence à des services sécurisés sur Internet comme les comptes bancaires. Une authentification anti-hacker grâce à des sons inaudibles par l'oreille humaine. Et ça tombe bien, personne justement n'a semble-t-il entendu le montant de cette acquisition. On évoque tout de même plusieurs millions de dollars, une nouvelle success story israélienne après Viber, racheté la semaine dernière par le japonais Rakuten pour 900 millions de dollars. Slick Login, qui compte 3 salariés, n'a que quelques mois d'existence. Et à propos d'Israël, les chiffres de la croissance sont tombés hier pour le 4e trimestre 2013, plus 2,3% en base annuelle pour le PIB israélien. Ça reste solide, mais c'est le plus petit score depuis 2009. En cause, la faiblesse relative des exportations, moins 1% au second semestre, hors diamants et start-up. Autre inquiétude, elle concerne l'investissement dans la construction, qui est resté inchangé en seconde partie d'année. Le FMI a d'ailleurs alerté Israël la semaine dernière de l'insuffisance de l'offre immobilière. Les prix de l'immobilier seraient actuellement 25% au-dessus de leur valeur d'équilibre. Et en parlant de croissance, au Japon, 4e trimestre consécutif de hausse pour le PIB nippon, plus 0,3%. Une croissance annuelle qui atteint donc 1,6% en 2013. C'est mieux que les 2 années précédentes, mais c'est près de 2 fois moins que ce qu'avaient prévu les économistes de Bloomberg. On s'interroge de plus en plus sur l'efficacité des Abenomics, la politique de relance voulue par le Premier ministre. Shinzo Abe, lui, y croit toujours, avec tout de même des conditions. L'économie est en pleine expansion et les entreprises accroissent leurs bénéfices grâce à la politique des 3 flèches. Maintenant, il est extrêmement important que les entreprises diminuent leurs profits et augmentent les salaires. Des salaires plus élevés provoqueront une plus forte consommation. Une consommation menacée, quoi qu'il en soit, par la hausse de la TVA prévue dans 2 mois. On reste en Asie. À 2 mois des législatives, l'Inde envisage des réductions d'impôts pour stimuler la consommation et relancer une économie anémique. Et puis nous vous en parlions le mois dernier, Arvind Kejriwal, de Monsieur Propre de la politique indienne, a démissionné vendredi de son poste de Premier ministre du territoire de New Delhi. Moins de 2 mois après sa prise de fonction, il a échoué à faire adopter une nouvelle loi anticorruption. Savez-vous que les 2 grands partis se rencontrent tous les jours en secret, mais ils sont sortis du bois. Et maintenant, on connaît leur vrai visage. Aujourd'hui, ils sont unis contre tout le monde pour entraver le projet de loi anticorruption. Je suis quelqu'un d'insignifiant. Je n'ai pas de statut. Je suis l'un des vôtres. Je ne suis pas venu ici pour le pouvoir ou pour les places. Enfin, détour par la Libye qui commémore dans la confusion le déclenchement de la révolution qui a eu raison du régime Kadhafi. Le pays est en profonde crise économique depuis la fermeture il y a 6 mois de ses principaux sites pétroliers. La production de pétrole tourne autour de 500 000 barils par jour contre 1,5 million auparavant. Un coup dur pour un secteur qui pèse 70% du PIB, 98% des exportations. La Banque mondiale estime les pertes de la Libye à plus de 10 milliards de dollars depuis juillet. Le PIB libyen a lui reculé de 5,1% en 2013. Est-ce par souci écologique ou par préoccupation économique que Pékin semble enfin prendre à bras-le-corps le problème de la pollution? Un fléau sanitaire. Depuis 2006, la Chine est le plus gros émetteur de CO2 de la planète. Dans la capitale, les niveaux de pollution affolent les compteurs et le tourisme en pâtit sérieusement aujourd'hui. De quoi pousser les autorités à élaborer un véritable plan de bataille à la clé des budgets records. Johanna Citruc. Un épais brouillard a envahi Pékin. C'est ce qu'on appelle le smog. Il s'agit d'un mélange de polluants atmosphériques, principalement dû à l'extraction du charbon. Et son niveau est 27 fois supérieur au plafond préconisé par l'Organisation mondiale de la santé. Résultat, les touristes sont de moins en moins nombreux.
Au premier semestre 2013, la capitale chinoise n'a attiré que 2,14 millions de visiteurs. C'est près de 15% de moins qu'à la même période en 2012. C'est très difficile de respirer. Le smog est vraiment important ici. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, c'était fascinant. Comment les gens peuvent-ils vivre ici avec cet air ? C'est vraiment difficile de respirer ici. Je suis un fumeur pourtant, mais ça, c'est trop fort pour moi. Problème, le tourisme est un secteur clé de l'économie chinoise. En 2012, il pesait pour près de 10% de son PIB. Un enjeu de taille pour les autorités qui ont donc annoncé la création d'un fonds pour l'assainissement de l'air. Grâce à une dotation initiale de 10 milliards de yuan, près d'1,2 milliard d'euros, des primes seront versées aux entreprises les plus propres. Au total, le gouvernement a promis de consacrer 3 000 milliards de yuan, plus de 350 milliards d'euros, à la lutte contre la pollution. Un combat qui sera mené aux côtés des États-Unis. Les deux pays sont les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. La semaine dernière, lors d'une visite à Pékin, John Kerry a annoncé l'élaboration d'un plan commun. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui que nous avons des plans d'exécution pour ces 5 domaines. Les poids lourds, des réseaux intelligents pour la distribution de l'énergie, l'utilisation et le stockage du carbone, l'efficacité énergétique et enfin la collecte et la gestion des données. Cette année, Pékin envisage de fermer environ 300 usines polluantes. Une décision contradictoire avec sa volonté affichée de produire plus de charbon. En 2013, la Chine a approuvé la construction d'au moins 15 sites dédiés à l'exploitation de ce combustible. Voilà, un pas en avant, un pas en arrière. Alors, qui croire dans cette imbrication d'intérêts entre impératifs économiques et soucis de santé publique? Le calcul est sans doute complexe. Tal Reshef est avec nous pour en parler. Bonjour Tal Reshef. Bonjour. Consultant en affaires Israël-Asie. D'abord, quels objectifs poursuit la Chine à travers ce vaste plan? On l'a vu. Est-ce que c'est un vrai virage aujourd'hui? Oui, c'est un vrai virage, il n'est pas neuf, il existe déjà de plusieurs années et ça touche le tourisme, ça touche l'économie et ça touche les dépenses du système de santé, mais surtout ce facteur-là, ça touche le contentement du peuple. Et ça, c'est une histoire très fragile pour la Chine et qui craint beaucoup pour la stabilité du régime. Vous voulez dire qu'il y a eu des pressions populaires pour en arriver là? Même s'il n'y a pas de pression, même si les gens sont tout simplement pas contents, s'ils sont tout simplement nerveux. Et ça existe, parce qu'il y a plusieurs gens qui votent, disons, par leur lieu de travail, qui quittent le Pékin pour passer à d'autres endroits, soit en Chine, soit en dehors de Chine, et pour prendre leur famille et sortir de cette zone de danger. Et ça touche tout d'abord les plus intellectuels, les plus riches, les plus puissants, parce que les pauvres, ils ne peuvent pas quitter le lieu, ils n'ont pas de travail d'autres endroits. Donc, il y a quelque chose qui montre déjà qu'il y a un grand problème et qui peut affecter le pays, qui peut affecter le régime. Donc, le problème est pris au sérieux. Alors, d'un point de vue économique, la pollution, ça ne concerne pas seulement le tourisme, ça touche à la santé, à l'industrie automobile aussi. Est-ce que finalement, la Chine n'est pas en train de se mettre en conformité avec les standards occidentaux? La Chine prend les standards occidentaux parce que c'est ça qui existe. Mais le concern, il n'est pas au sujet des standards. Le problème, c'est les gens. Maintenant, les mesures, ils doivent se prendre par rapport à un échelon. Alors, les échelons qu'ils ont, ce sont les standards économiques et internationaux. Mais le problème, il n'a rien à voir avec les standards et avec la pression qui peut arriver d'autres pays. Alors, la Chine, on l'a dit aujourd'hui, c'est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. La sensibilisation, on le voit à travers le monde, elle va grandissant. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des visées marketing dans cette opération à plusieurs milliards? Et ils ont déjà dépensé de plusieurs milliards dans ces histoires-là. Ils se trouvent dans un problème parce que le plus qu'ils mettent des régulations et des pressions sur l'industrie, alors ça baisse la production. Le moins qu'ils mettent la pression, le plus qu'il y a de pollution. Et il y a deux intérêts
très important pour le régime. Donc, et le résultat, il est entre les deux et ce n'est pas suffisant pour l'instant. Alors en 2 mots, en matière de lutte anti-pollution, les solutions israéliennes, elles intéressent aussi la Chine aujourd'hui ? Ah, très bien. Oui, bien sûr qu'elles intéressent beaucoup la Chine parce que la Chine, elle trouve des solutions n'importe où et la technologie d'aujourd'hui montre plusieurs voies comment le lutter. Et il y a les compagnies israéliennes, surtout les startups, qui arrivent avec des solutions très intéressantes. Ça commence avec des filtres, ce qui n'est pas nouveau, ça existe depuis plusieurs années. Mais dernièrement, il y a aussi des idées assez intéressantes. Par exemple, il y a la compagnie israélienne Breezometer qui propose des applications pour les cellulaires pour pouvoir suivre le niveau de pollution, pouvoir avoir des alertes à ce sujet-là, pouvoir mener une vie dans les endroits moins pollués et dans le voisinage. Donc on reste attentif à ce qui se passe en Israël. Merci Tal Reshef d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et cap maintenant sur l'Amérique du Sud, on s'intéresse à l'Argentine, 30% d'inflation attendue pour 2014 et ce n'est pas la conséquence d'un excès de la demande puisque la consommation s'effondre. La croissance devrait atteindre cette année 1,5% seulement. Le peso, la monnaie locale, traverse, on le sait, une crise de confiance et la population se rue sur le dollar. Alors comment trouver de quoi rassurer les investisseurs ? Les éclairages d'Anthony Lesme. L'Argentine est encore convalescente. Si elle a endigué la chute du peso en décembre dernier, elle redoute désormais la stagflation, c'est-à-dire les conséquences d'une forte inflation conjuguée à une croissance nulle ou faible. Pour se rassurer, le gouvernement a annoncé que la hausse des prix avait été limitée à 3,7% pour le mois de janvier. Une estimation à la baisse, selon de nombreux analystes qui accusent régulièrement l'État argentin de manipuler les chiffres. L'objectif de ce nouvel indice est d'obtenir plus de confiance à l'échelle internationale, parce que les faux indices en soi ne produiront rien. L'objectif est d'obtenir un peu d'argent de l'étranger pour essayer de réalimenter les réserves, parce que le taux de perte est très élevé. S'ils ne l'obtiennent pas, l'autre option est d'augmenter directement les taux d'intérêt, arrêter les importations et contrôler à nouveau le dollar. Le peso n'a plus vraiment de crédibilité et le dollar au marché noir s'échange au prix fort. Les réserves de la Banque centrale sont passées sous les 28 milliards de dollars, leur plus bas niveau en 7 ans. L'effet combiné de la hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale et de la flambée des prix laisse craindre une chute importante de la consommation, principal moteur de la croissance argentine. La présidente Kirchner est d'ailleurs partie en guerre contre les supermarchés. Elle les accuse de spéculer sur les tomates, le lait et la plante nationale, la yerba. Pourquoi y a-t-il une pénurie de yerba ? Est-elle importée ? Regardez comment les supermarchés montent. La yerba est-elle importée ? Évidemment non, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Les aléas de la politique économique argentine ouvrent de nouveaux appétits, notamment celui du gouverneur de la province de Buenos Aires qui pourrait briguer la présidence en 2015. En candidat responsable, il multiplie les voyages et cherche tout de même à rassurer les investisseurs. Comment pouvez-vous parler en termes apocalyptiques d'un pays qui a un taux de chômage de 6,5%, qui a un des niveaux d'endettement les plus faibles des pays dans le monde ? Un pays qui est sur le point de recevoir 30 milliards de dollars à partir d'une récolte de fonds record et qui a une banque centrale professionnelle attentive aux effets de la spéculation. L'Argentine est à un tournant. Son avenir dépend de la confiance que pourraient lui apporter d'autres nations, en donnant de nouveaux prêts ou un nouveau délai pour régler ses dettes. La reprise est à ce prix. Voilà, beaucoup d'incertitudes en Argentine. On passe maintenant au Media Watch. Et à la une de la revue de presse, on a parlé du chocolat la semaine dernière avec le Vietnam qui tente de se faire une place parmi les pays producteurs de cacao. La demande ne cesse d'augmenter. Bonjour, Johanna Citruc. Bonjour, David. Et on craint même des pénuries aujourd'hui. Exactement, partout dans le monde, la demande de chocolat augmente et particulièrement dans les pays émergents. En 2013, 4 millions de tonnes ont été consommées. C'est 32% de plus qu'il y a 10 ans. Et qui dit hausse de la demande dit hausse du prix. Entre 2012 et 2013, le prix du cacao a augmenté de 9%. Résultat, les producteurs ne suivent plus. Ils ne peuvent pas investir plus pour accroître leur productivité, d'autant plus qu'il faut au moins 10 ans à un cacaoyer pour produire des fèves. Et comment s'adaptent les industriels à cette hausse des prix ? Alors en fait, pour répercuter la hausse du coût du cacao, les industriels comme Nestlé, Mars ou encore Ferrero ont 3 possibilités. La première, c'est la plus simple, c'est d'augmenter le prix de vente. La deuxième, c'est de diminuer la taille des produits, c'est-à-dire que le prix reste le même, mais la quantité est moins importante. Et la dernière solution, c'est de trouver un substitut au cacao. Là, on part dans l'inconnu. Johanna, direction les États-Unis. Depuis vendredi, les banques ont le droit de traiter avec les magasins de cannabis.
Oui, vendredi, les départements du Trésor et de la Justice ont autorisé les banques à ouvrir leurs services aux magasins de cannabis. Autrement dit, les banques pourront recevoir, accepter de l'argent de la part des magasins donc, de cannabis. C'est une décision qui arrive 6 semaines donc, après l'ouverture des premiers établissements à usage récréatif dans l'État du Colorado. C'est donc une bonne nouvelle pour l'économie en général, car ça va limiter le blanchiment d'argent. Une bonne nouvelle également pour les commerces de cannabis qui pourront accepter les paiements par carte bleue, par chèque et rémunérer leurs salariés par virement bancaire. Mais aussi une bonne nouvelle pour le fisc américain qui pourrait en profiter pour collecter de nouvelles taxes. Sur ces transactions. En tout cas, une mauvaise nouvelle pour les paradis fiscaux, on s'en doute. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Restez avec nous, l'information continue.